Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, on part à la rencontre d'une philanthrope et chef d'entreprise préoccupée par l'égalité femmes-hommes et la réussite économique du continent africain. On voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de l'émission. Jeanne, aujourd'hui, vous nous faites découvrir un champ du design un peu particulier puisque vous allez nous parler du design spéculatif. Absolument, quand le design est utopique ou dystopique, quand à lui seul, il construit les scénarios du futur, on en parle tout à l'heure. Et puis l'art et les mots pour sensibiliser les plus jeunes aux violences sexuelles et sexistes, pour lutter contre le harcèlement scolaire aussi. C'est au cœur des actions d'une femme passionnée et engagée qui dédie sa vie à la lutte contre toutes les formes de violence. C'est le combat de sa vie, d'une vie aussi. On en parle avec elle. Elle s'appelle Dariata Ndiaye. Elle est la directrice de Résonante. Bonjour Dariata. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. Kemi Adetu fait partie des femmes qui ont reçu le prix Women in Africa Young Leaders. C'est une femme qui a une double casquette, celle de philanthrope et de businesswoman, préoccupée par l'égalité femmes-hommes et la réussite économique de l'Afrique. Son portrait tout de suite avec Xavier Terrade. Le 29 novembre 2022, Oluwaye Kemi Adetu a eu l'honneur de répondre aux questions de Dior, un privilège qui lui a été accordé pour parler de l'avenir des femmes leaders après avoir été récompensée par le prix Women in Africa Young Leaders. Avant d'intégrer le groupe JP Morgan qui l'a menée à New York, elle a travaillé en finance chez Standard Chartered, en management consulting chez PricewaterhouseCoopers, en marketing digital chez Google et en investissement bancaire chez Goldman Sachs et Deutsche Bank. Un CV impressionnant qui ne doit pas faire oublier son côté philanthrope, car Kemi Adetu est surtout connue pour avoir fondé Glow Up, l'acronyme de Girls, Ladies, Orphans, Women United for Progress, une organisation non gouvernementale dédiée à l'accompagnement des orphelines âgées de 10 à 25 ans. L'évolution de l'Afrique et l'égalité des sexes sont les combats qui l'animent en permanence. En février 2020, elle a créé l'Africa Female Orphan Development Fund afin de financer les possibilités d'enseignement supérieur pour les orphelines africaines. Même si elle fait dans la charité, Kemi Adetu est surtout une femme d'affaires hors pair. Elle a lancé sa start-up Jendaya, une entreprise de logistique qui vise à améliorer l'expérience d'achat des consommateurs de luxe en Afrique. Diplômée d'études en chimie médicinale au Royaume-Uni, la jeune femme s'était retrouvée première du Yahoo Finance Top 50 Future Female Leaders Heroes en 2019. Comment sensibiliser les jeunes aux questions des violences? Comment faire de l'art, des mots et de la musique un échappatoire au harcèlement? Comment aussi mettre des mots sur des mots MAUX quand on est jeune et que tout semble sombre? On va en parler justement dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Dariata Ndiaye, vous êtes donc la directrice de Résonante. Vous êtes aussi l'autrice de ce livre, Arsène et Marcel me harcèlent. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, peut-être parler de vous, de vos combats aussi. Vous êtes depuis très longtemps engagée contre toutes les formes de violence et notamment le harcèlement. Pourquoi cette cause particulièrement ? Alors, tout simplement parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et comme la plupart des personnes qui sont engagées sur ces sujets, c'est parce que j'y ai moi-même été confrontée pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Et l'idée, c'est de se dire que on aimerait que les choses avancent, que les choses changent, et de mettre sa petite pierre pour faire avancer ce combat. Ça me paraissait vraiment plus que naturel, en fait. Et effectivement, ça vous touche. Alors justement, vous avez écrit, je disais, ce livre, Arsène et Marcel me harcèlent, un super bouquin qui parle justement de ce sujet, du harcèlement scolaire auprès des enfants, auprès des jeunes que vous rencontrez aussi de manière quotidienne, de par vos engagements. C'est ça. Alors déjà, ce livre est donc sorti l'année dernière. Je suis maman de 3 enfants, donc qui ont 8, 9 et 12 ans. Et c'est vrai que de par mon engagement et ma connaissance aussi de ces différents sujets, de tous les sujets en lien avec les violences, ça me paraissait important de penser à un outil qui peut se lire, qui peut s'écouter, qui peut se regarder pour les plus jeunes. Parce qu'effectivement, on le dit, c'est à la fois un livre, mais aussi on a un QR code dans le livre qui permet de
d'écouter la Oui, c'est version ça. musicale de le livre en slam. C'est ça. Moi, je pense que l'art permet de gagner du temps. Donc, d'être parti sur un livre, ça permet déjà de toucher énormément de monde. Et puis, comme je disais, d'avoir un livre qui se lit, qui s'écoute et qui se regarde, ça permet de s'adapter à tous les enfants. Il y a des enfants qui sont plus à l'aise avec les lectures que d'autres. Mais ça me paraissait important d'utiliser l'art pour parler d'un sujet qui n'est pas très agréable, qui est désagréable comme tous les sujets en lien avec les violences. Mais c'est aussi parce que ce sont des sujets désagréables qu'on ne les aborde pas avec nos enfants. Et là, l'idée, c'était d'avoir un support qui permet de parler de ces thématiques et puis surtout d'être sur les solutions parce que c'est le message que je souhaite faire passer lorsqu'on est victime de violence. Alors la première chose, c'est ce n'est jamais de notre faute. Mais c'est surtout, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas une fatalité. L'idée, c'est de se dire que quand on subit des violences, ça ne dure pas toute la vie et qu'on n'est pas seul face à ces différentes formes de violence. Et c'est un peu ce que je voulais raconter dans cette histoire. C'est un outil pédagogique, effectivement, pour les enfants, leurs parents, la communauté pédagogique aussi. Toutes les violences ont-elles le même mécanisme? Comment ça a tendance à démarrer chez les enfants? Toutes les violences ont les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que alors là, spécifiquement sur la question du harcèlement, ça commence toujours par souvent une personne qui nous dit quelque chose de désagréable. Et lorsqu'on est confronté à cette parole désagréable ou à cette remarque désagréable, bon, on essaye de la faire glisser et puis on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ça va passer. Et puis ensuite, très rapidement, on peut se retrouver dans quelque chose qui nous dépasse parce qu'on va se retrouver non pas avec une seule personne qui est désagréable avec nous, parce que j'utilise sciemment le terme désagréable, parce qu'au début, c'est pas forcément des coups, ça commence souvent par des paroles, et même dans les violences, de façon générale, ça commence souvent par les violences, ce qu'on appelle les violences verbales et les violences psychologiques. Et donc, au départ, on se dit que ça va passer, que c'est pas très grave, on va gérer. Et puis, très rapidement, on peut être dépassé parce qu'on se retrouve face à 1, 2, 3, 4 personnes. Et surtout, on est assez désemparé parce qu'on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment répondre, et puis surtout, on culpabilise de ne pas y arriver. C'est ça, parce qu'il y a la honte, il y a la culpabilité, ce que recherchent d'ailleurs les auteurs de violence, de harcèlement, et puis il y a la peur d'en parler. C'est ce qu'on voit très bien dans votre livre aussi. Alors, c'est effectivement, c'est une peur, mais c'est surtout vraiment, ce qu'il faut savoir, est ce que les parents oublient souvent, c'est que nous, on protège nos enfants, mais nos enfants veulent aussi nous protéger. Et donc, quand ils sont confrontés à des situations désagréables, ils n'ont pas forcément envie d'inquiéter les parents. Et puis, comme je le disais, il y a cette culpabilité de ne pas réussir à se défendre soi-même. Et donc, tout ça mélangé, ça crée une situation qui est un peu compliquée, enfin, qui est de plus en plus compliquée. Et c'est la raison pour laquelle, que ça soit dans ce livre ou même dans les actions générales qu'on porte avec Résonante, nous, on dit qu'effectivement, si la victime peut dénoncer les violences qu'elle subit, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, il y a plein de façons de les dénoncer. On peut les dire, on peut les écrire, on peut les dessiner, on peut trouver un adulte de confiance, que ce soit dans l'établissement scolaire, dans son entourage, en extérieur. Il y a des associations, enfin, il y a plein de personnes qui sont disponibles pour écouter ces paroles-là. Mais on part du principe que ça demande déjà beaucoup d'énergie d'être victime de violence. Et donc, nous, on incite plutôt les témoins, toutes les personnes qui sont extérieures, de jouer leur rôle. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans cette histoire, parce que l'idée, c'est aussi de dire que les témoins de ces différentes situations ont un rôle plus qu'important à jouer pour soutenir la victime. Et on le voit effectivement très bien dans votre livre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de profil type d'un harceleur. Ça ressemble à quoi, un harceleur? Ça ressemble à n'importe quel enfant. Ça ressemble à n'importe quel enfant, et je pense que c'est important que les parents comprennent aussi que ça fait partie de leur rôle et de leur éducation d'apprendre à leurs enfants de se comporter correctement avec leurs camarades. Parce que, en tant que parents, on voit souvent nos enfants comme de potentielles victimes. Quand on leur demande si ça va bien, ou quand on leur demande comment ça se passe à la maison, à l'école, pardon, les parents s'imaginent seulement que leurs enfants peuvent être victimes de harcèlement. Mais ils ne les imaginent
jamais comme Auteur. de potentiels harceleurs, comme de potentiels auteurs de violences. Donc c'est important de demander à nos enfants comment ils vont, mais c'est aussi important de demander comment ils se comportent avec les autres. Et puis parce que ces violences sont aussi souvent exercées par des gens qu'on connaît, voire même qu'on apprécie. Alors oui, alors ça, de façon générale, et dans le cas du harcèlement scolaire, ce sont souvent des amis, en fait. Ils se connaissent, ils se côtoient, ils sont dans la même classe. Et puis souvent, il y avait de vraies amitiés avant que ça se transforme en horreur. Donc, et c'est vrai dans la question des violences en général. Ouais. La plupart des auteurs de violences sont des personnes que l'on connaît, sont des personnes qui sont proches de nous, voire des personnes qui sont censées nous protéger. Donc, c'est vraiment le point commun entre toutes les formes de violence. Alors comment sensibiliser justement les élèves au harcèlement scolaire? Comment encourager quelque part une culture de la bienveillance? Est-ce que ces nouvelles actions qui ont été proposées, qui commencent à être mises en place dans certaines écoles, les cours d'empathie proposés par Gabriel Attal, c'est l'une des solutions? Bien sûr, c'est évident. Concrètement, la question des violences, c'est un peu ça qui est frustrant quand on est engagé sur ces sujets, c'est qu'on se dit on sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour les réduire. Alors pourquoi rien n'est fait justement? Pourquoi il y a encore autant de faits divers en France? Alors c'est une question de moyens déjà, enfin une question de prise de conscience, mais là ça y est, enfin c'est devenu un vrai sujet. Donc, c'est-à-dire qu'on en parle dans les médias oui, alors déjà il y a eu un avant et après MeToo déjà sur la question des violences en général, et puis même sur la question du harcèlement scolaire. Ça fait quand même des années que des structures comme Marion l'a Matendu, par exemple, avec Nora Fraisse, essayent de faire de la question du harcèlement un vrai sujet. Et donc, il a fallu que les gens soient prêts. Donc, ça y est, je pense que les gens ont compris qu'il y avait un problème. Et maintenant qu'on a compris, faut se donner les moyens, et notamment les moyens financiers. Et moi, je pense que la seule chose qui est un peu dommage sur ces sujets-là, c'est qu'effectivement, il faut former les profs. Effectivement, il faut faut en faire un réel sujet et accompagner les établissements scolaires à prendre en charge ces sujets-là. Mais il faut aussi accompagner les parents et faire de la prévention et apprendre aux parents comment on gère ces différentes situations. Parce que si les parents n'ont pas conscience que ils risquent d'être les dernières personnes informées si leur enfant est victime de harcèlement. Ils ne vont pas mettre en place de stratégies pour éviter d'être les derniers informés. Et parmi les stratégies, c'est un conseil qui est dans le guide d'ailleurs, c'est qu'on dit aux parents de laisser leurs enfants définir leur adulte de confiance, et de travailler cette relation privilégiée entre notre enfant et cet adulte de confiance, parce qu'il y a plus de chances que cet adulte de confiance ait des informations quand ça se passe mal plutôt que les parents. Bien sûr, c'est effectivement ce que vous dites à la fin du livre. Vous vous adressez à tous les types de lecteurs, que ce soit les enseignants, les parents, les témoins aussi, les harceleurs. Vous leur donnez des conseils et des outils à tous, parce que la pédagogie ne concerne effectivement, vous l'avez dit, pas que les harcelés, mais aussi les harceleurs et ceux qui les entourent. Et puis comprendre qu'un enfant qui harcèle, c'est un enfant qui va mal. Et donc, il y a différents types de harceleurs, c'est-à-dire qu'on a des harceleurs qui sont d'anciens harcelés. Et ça, si on ne le comprend pas, ça va être compliqué. Donc, il y a des harceleurs qui s'ignorent, il y a tous ceux qui suivent la meute sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur leurs camarades. Et puis après, comme je disais, la plupart, on parle beaucoup d'enfants. On parle d'enfants. Et donc, c'est pour ça que la question des cours d'empathie, c'est plus que pertinent. Et c'est vrai qu'on devrait avoir pensé ces temps-là comme nécessaires. Et il y a vraiment une urgence. Et ne pas juste proposer ces cours d'empathie en primaire ou en élémentaire, mais aussi continuer au collège, au lycée, qu'on ait ces temps de discussion, d'échange. Parce que c'est ce qui manque, à mon sens, dans l'éducation nationale. Il y a des moments où on discute de la vraie vie, quoi. Effectivement. Alors, juste avant de passer à autre chose, je vous rappelle que le sujet du harcèlement est une grande cause nationale et puis qu'il y a un numéro vert aussi qui a été lancé par le gouvernement. C'est le 3018 et c'est important. Et puis, Manu, on va continuer à parler de ce sujet ensemble et puis des violences sexistes et sexuelles chez les plus grands. Maintenant, d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
technically your device is on. Can you tell? You said you hear it. sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Diaryata Ndiaye, directrice de Résonante. Mais Diaryata, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous nous faites découvrir un champ du design un peu particulier puisqu'il s'agit du design spéculatif. Vous allez nous dire ce que c'est. Vraisemblablement, une branche de la discipline qui existe au diapason des scénarios futuristes, c'est ça ? Absolument. En tout cas, avis aux designers qui s'ennuieraient à dessiner de banales cuillères ou des tables de chevet. Je suis tombée sur un livre du MIT intitulé Speculative Everything qui explore un champ du design que je pensais méconnaître, le design spéculatif, aussi nommé design fiction. Mais à ceux qui pensent comme moi, ne pas connaître ce domaine, les auteurs décrivent en fait des objets que nous avons tous rencontrés à un moment ou à un autre de notre vie en allant simplement au cinéma, par exemple, puisqu'il s'agit d'objets qui ont une fonction et un usage qui n'existent pas encore, mais qui sont légion dans les films de science-fiction où des décorateurs engagés travaillent à leur imagination. Certains d'entre eux nous ont marqués. Qui ne se souvient pas, par exemple, dans le 5e élément, de ces prototypes de voitures volantes qui avaient été conçus par les designers, qui ont également dessiné l'organisation du trafic routier qu'un tel usage engendre, ou de ce casque de maquillage Chanel qui maquille Mila Jovovich en une fraction de seconde dès que le moment où elle chausse ce masque, un placement de produit que je trouve assez intéressant. Mais alors la question que l'on se pose, c'est est-ce que ces objets spéculatifs existent que au cinéma ou est-ce qu'ils ont aussi une place dans la réalité ? Alors en tout cas, à travers le cinéma, ils ont certainement une influence sur nos objets du quotidien et sur leur esthétique aussi. Évidemment, parce qu'à partir notamment des années 60, le cinéma de science-fiction a des influences sur le design et vice-versa, mais cela en fait est lié à un dénominateur commun, c'est la fiction spéculative sur laquelle le design du même nom s'appuie. Un des exemples les plus significatifs de cette spéculation, qui a un pas dans le présent et un pas très loin dans le futur, c'est l'aventure spatiale qui nourrit l'imaginaire des cinéastes, certes, mais aussi des designers dans les sphères domestiques ou celles de l'habillement. Et cela a un nom. On parle pour cette esthétique de l'esthétique Space Age, dont les stylistes, et notamment Pierre Cardin, ou les designers, comme notamment Werner Pantone, ou les architectes, comme l'incroyable John Lautner, tous inspirent le cinéma et se font inspirer par lui depuis Kubrick jusqu'à Men in Black, à partir d'un même noyau, celui de la spéculation vers un ailleurs,
qui fait d'un objet, mobilier notamment, le véhicule d'un rêve et d'un imaginaire. Alors, il s'agit d'un futur qui appartient au passé, si je puis dire. Aujourd'hui, à quel champ s'applique le design spéculatif ? En tout cas, vous l'avez dit, Philippine, à chaque époque, son futur, cette époque fut-elle passée. Aujourd'hui, il va sans dire que les designers s'intéressent au futur technologique qui nous touche et qui intègre évidemment l'IA, grand sujet. Et c'est le cas de l'artiste allemand Bernd Hopfengartner qui a développé une série qui s'appelle Belief System. Son expérience du design spéculatif consiste à conjuguer les comparateurs de produits, on les connaît tous aujourd'hui, à un système de reconnaissance faciale et plus particulièrement à celle de nos micro-expressions. Je m'explique, un consommateur doit acheter une théière. Pour cela, un système lui propose une liste de théières et grâce à une caméra qui a appris à distinguer nos expressions du visage et les liées à nos réactions de plaisir ou de rejet, le système va identifier la théière qui semble le plus éveiller notre désir. Quelles heures d'hésitation sont-elles gagnées à partir de ce système-là ? Mais face justement à cette prédétermination, Bernd Hopfengartner, lui, il va intégrer à sa spéculation une voie de sortie dans sa fiction. Le consommateur cherche à sortir de l'IA en développant tout un tas de techniques pour tromper la machine reconnaisseuse de micro-expression faciale. Alors justement, le design spéculatif se veut critique également. Absolument, c'en est une branche. Et le design spéculatif, il propose en fait une question centrale qui est: est-ce que vous voulez remplacer le normal existant, le réel tel qu'il est ? Des objets philosophiques en fait qui peuvent suggérer des usages, qui peuvent suggérer des besoins ou des réflexes alternatifs. Alors forcément, l'un des grands terrains d'expérimentation et de questionnement, c'est le changement climatique, c'est le carrefour auquel on est. Et les designers, ils explorent tout un tas de possibilités, les designers spéculatifs, j'entends, depuis notre alimentation, que l'artiste Maidan Levy imagine imprimer en 4D à partir de cellulose et de produits phytochimiques qui entendent remédier aux pertes caloriques liées à l'épuisement de nos sols ou à la surproduction agricole, jusqu'au lieu où nous vivons, comme avec les artistes XTU, qui en fait nous imaginent habiter soit dans ce qu'ils nomment agritecture, ce sont des pigeonniers, des ruches en matériaux naturels, soit dans leurs wild towers, qui laissent plus de place au végétal qu'à l'humain, soit dès lors que en fait l'air au sol est irrespirable, ils nous proposent limite d'habiter dans les nuages, de créer tout un tas de réseaux d'habitat dans les nuages. En tout cas, cette génération de designers, elle veut tenter de penser d'autres voies possibles en essayant de toute leur force de renoncer à cette espèce de malédiction qui avait été déclarée par le théoricien politique Frederick Jameson à la fin du siècle dernier, qui nous disait: il est maintenant plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Voilà peut-être en tout cas un des buts importants du design spéculatif qui a, dans tous les sens du terme, un bel avenir devant lui. Merci beaucoup Jeanne Dreyfus. Et puis nous, on va continuer à parler du sujet des violences, et maintenant des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes dans la deuxième partie du talk. Diariata Ndiaye est une femme engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, d'abord à travers la musique et le slam, elle va nous le raconter, puis via des ateliers d'écriture et des séances de sensibilisation au milieu scolaire, puis aussi par le biais de son association Résonante qu'on va vous présenter dans un instant. Diariata, si vous êtes si engagée, si vous luttez aujourd'hui par tous les moyens, quelque part, contre les violences, quelles qu'elles soient, notamment faites aux femmes, c'est parce que pour cette jeune fille, avec votre premier spectacle de slam qui s'appelait Mot pour mot, MAUX, ces jeunes filles sont venues vous confier à vous. Elles vous ont raconté ce qu'elles avaient vécu, notamment à la fin de vos spectacles, faute de savoir à qui s'adresser, c'est ça ? Racontez-nous. C'est vrai que moi, j'ai écrit ce spectacle, ça va faire presque 20 ans maintenant, c'est fou. J'ai écrit ce spectacle, à la base, c'était une création purement égoïste en fait. Moi j'ai écrit ce spectacle parce que j'avais envie d'aborder ces sujets, parce que j'avais envie de parler de sujets qui m'avaient concernée, qui concernaient mes amis, mes copines, et je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. C'est-à-dire que j'ai écrit ce spectacle, je suis allée le jouer pour des collégiens, et à la fin de cette représentation, je me retrouve avec cette file de jeunes qui m'attend à la fin du spectacle, et qui me disent moi c'est comme dans telle chanson, comment on fait, et qui me posent des questions, et je reçois tous ces témoignages et je ne savais pas quoi en faire, parce que
j'étais pas formée à leur répondre et surtout je ne savais pas quoi leur répondre. Donc dès la deuxième représentation, j'ai décidé de jouer ce spectacle en lien avec l'Observatoire des violences faites aux femmes et des professionnels dont Ernestine Renet qui est une référence sur la question. Et donc l'idée, c'était de jouer mon spectacle et puis d'avoir des professionnels qui répondaient à ces jeunes. Entre-temps, je me suis formée. J'ai décidé donc de jouer ce spectacle et d'échanger avec le public. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de victimes de violences. Et surtout, elles m'ont ramenée à ma propre histoire. C'est-à-dire que ce qu'elles m'ont dit, ce qu'elles m'ont raconté, et la solitude dans laquelle se trouvaient ces personnes, moi, ça m'a ramenée à mon adolescence, à ce que j'ai vécu. Et je me suis dit que c'était juste pas possible qu'on ait... Enfin, que malgré les années, ces jeunes soient dans la même situation que moi. Et c'est vraiment ce qui m'a... Je pense que c'est ce qui m'a amené à créer tout ça. Et maintenant que j'ai un peu de recul, l'asso existe depuis 2015, je suis engagée depuis presque 20 ans, donc j'ai un peu de recul sur ce que j'ai fait. Et en réalité, je suis allée dans les établissements scolaires parce que je pense que j'aurais aimé qu'on vienne me tendre la perche dans les établissements scolaires. Et j'ai créé des outils que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais plus jeune. Parce que ces jeunes filles n'ont effectivement pas cessé de se livrer depuis, signe de l'ampleur aussi des violences faites aux femmes. Ça représente plus de 220 000 Françaises chaque année. À chaque fois, vous leur avez répété qu'elle n'était pas seule. Ce mantra, vous auriez aimé l'entendre quand, à 15 ans, vous avez subi aussi des violences et vous en avez parlé. C'est alors que vous décidez d'agir. Vous montez cette association Résonante en 2015, une structure qui est capable de créer des nouvelles méthodes de sensibilisation, notamment auprès des jeunes, des collégiens, des lycéens, vous l'avez dit, développer aussi des outils de prévention qui n'existaient pas jusqu'alors. C'est ça, c'est que comme je le disais, j'ai joué mon spectacle, je l'ai joué plus de 250 fois, que ce soit dans des établissements scolaires, en lien avec des assos d'aide aux victimes. Et vraiment, moi, j'ai appris sur le tas, j'ai mené des ateliers d'écriture, je me retrouvais avec autant de témoignages, donc je voyais bien que l'art fonctionnait, que le spectacle, ça marchait, parce que j'avais beaucoup de témoignages, que les ateliers, ça fonctionnait. Et puis, j'ai été moi-même tellement sensible à l'art. Juste une petite anecdote, c'est que moi, ce qui m'a aidé à avancer et ce qui m'a donné le courage de continuer, de tracer ma route, c'est d'avoir découvert une artiste qui s'appelle Bams, qui avait un album qui s'appelait Vivre ou mourir. Une slameuse, rappeuse. Une rappeuse. Je me suis identifiée à elle et ça a été vraiment ma grande sœur, Une sorte de rôle modèle quelque part. Ah non, mais plus qu'un rôle modèle, vraiment, je me suis construite avec elle et je me suis dit, mais c'est complètement fou, heureusement que dans cet album, elle choisit la vie, Parce que je l'écoutais, mais je l'écoutais en boucle et je l'ai cru sur parole. Et je me suis dit, mais cette femme a eu tellement d'influence sur moi. C'est elle qui m'a permis de dire non et de refuser plein de choses et de trouver une énergie. Je me suis dit, mais si ça fonctionne sur moi, mon rêve, vu que j'aime aussi écrire et chanter, je veux être la Bams de quelqu'un. Et j'avais vraiment cette idée de me dire, ça peut fonctionner, ça marche. Et de le voir, de voir qu'à travers mon spectacle, ça fonctionnait. Je me suis dit, mais il faut y aller à fond et continuer à développer des outils artistiques. Alors justement, il y a les outils artistiques, vous en avez parlé, la musique, vos sensibilisations dans les collèges et les lycées, mais il y a aussi en octobre 2015 une naissance, non pas un enfant, mais une application mobile, Appel, une première dans le milieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Tout à fait, cette application, elle vient vraiment, tout est logique, je crois que je suis dans une ligne, je suis sur un chemin là. C'est votre combat de vie ? Non, oui, et moi quand je crée Appel, c'est bien parce que après avoir échangé avec des milliers de victimes qui ont toutes les mêmes besoins, à un moment donné, on se dit, je pense avoir au moins quelques réponses. Et les constats que j'avais faits sur le terrain, c'était que les victimes étaient seules, qu'on leur dit d'appeler la police quand elles sont en difficulté, mais pour plein de raisons, elles n'y arrivent pas, qu'elles ne connaissent pas les associations d'aide aux victimes alors qu'elles ont des dispositifs incroyables, qu'elles ne connaissent ni leur nom, ni ce qu'elles font, et qu'il y a d'un côté des personnes qui ont besoin d'aide, de l'autre côté des gens qui apportent des solutions, mais que ces personnes ne se rencontrent pas. Donc, Appel, c'est une application qui ressource et qui recense tout l'existant et qui facilite toutes les démarches qu'on peut être amené à effectuer lorsqu'on est victime. Donc, on a une fonctionnalité d'alerte. Je la télécharge, je définis jusqu'à 3 personnes de confiance. Et lorsque je suis en difficulté ou en prévention,
parce que c'est une application qu'on peut utiliser au quotidien, dans ses déplacements, par exemple. Lorsqu'on enclenche une alerte, ces 3 personnes entendent en direct ce qui se passe et ont le suivi GPS en temps réel. Donc l'idée, c'est de donner des informations assez précises à des personnes en qui on a confiance pour qu'elles puissent nous aider, que ça soit en direct ou pour prévenir les secours. Et cette alerte est automatiquement enregistrée et donc elle va pouvoir être utilisée par les victimes pour ne serait-ce qu'avoir le courage de dénoncer les violences qu'elles subissent parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Donc d'avoir des enregistrements, c'est quand même pas mal, ça donne du courage. Et puis surtout, lorsqu'on veut faire valoir ses droits, parce que la question des preuves est un vrai sujet. Donc elle permet donc de ne pas être seule, de compter sur des personnes de confiance, mais elle permet aussi d'être en contact avec tous les professionnels qui peuvent nous aider, que ce soit de l'aide juridique, de l'écoute, de l'hébergement d'urgence, du chat. Enfin, on a tout centralisé dans une appli gratuite. Un outil de prévention aussi. Pour le rappeler rapidement, c'est une innovation sociale et technologique reconnue, primée aussi à l'international. Vous en avez eu de nombreux, des prix. Peut-être une dernière question pour terminer cette interview. Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c'est aussi s'occuper des garçons, les sensibiliser. C'est aussi, mais c'est aussi important que de s'occuper des victimes, parce qu'on n'y arrivera pas. La question des violences, il faut prendre en charge les victimes, mais il faut faire de la prévention et faire en sorte que ça cesse. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec Résonante, on a vraiment cet axe de prévention. On intervient auprès de tous les publics. On intervient auprès des garçons, des jeunes filles, beaucoup dans les lycées. Et c'est primordial. Et puis, s'occuper des victimes, parce que on sait que la plupart des femmes qui vont se retrouver dans des situations de violence dans leur couple, ce sont des personnes qui ont subi des violences lorsqu'elles étaient jeunes. Donc il faut les prendre en charge et puis il faut expliquer pourquoi les violences c'est interdit et c'est ce qu'on fait avec Résonante. Justement, que ce soit par le slam, par l'écriture d'un livre ou encore la création d'une application mobile, Diariata Ndiaye, la fondatrice de Résonante, entre autres, est une alliée des jeunes face aux violences, quelles qu'elles soient. Ça a été un vrai plaisir de nous avoir parlé. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir été là. Merci à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, d'avoir été là aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Ciao.